Bienvenue dans les vraies voix citoyennes, c'est leur devoir de citoyen. Aurélie Gros et Stéphane Pellet sont avec nous. Le G500, comme chaque semaine, tous les lundis, le G500 citoyen, l'ONG citoyenne d'associations, chaque jour grandissant, plus de 720 000 sympathisants. Bonjour Aurélie. Bonjour à Je tous. vais dire plutôt bonsoir Stéphane Pellet aussi. Bonsoir à tous les deux. Bonjour à Il fait bonsoir jour là maintenant. Oh, c'est plus. C'est vrai qu'il fait jour maintenant. Oh, non, Il ça fait fait bien. beau et il y a du soleil. Oui, enfin, ça fait très Mais bien. je vous signale qu'à Marseille, il y en a toute l'année. Ah là, bah oui, bah ça tombe Sud bien. Radio. Je vois très bien de quoi vous voulez parler. Il va se passer quelque chose au mois de juin. Les 8, 9 et 10 juin, vous allez assister au Sommet citoyen. Vous allez sur www.sommetcitoyen.fr, vous vous renseignez, vous vous inscrivez, vous réservez votre hébergement et vous regardez un très très beau programme avec énormément de débats, dont d'ailleurs des débats qui auront des rapports avec les thèmes de ce soir. Eh bien, en tout cas, au sommaire de cette émission, être scolarisé, accéder à un emploi ordinaire avec un handicap, eh ben, c'est possible. Depuis 2018, la Fédération nationale des écoles adaptées accompagne des jeunes de 11 à 20 ans, trisomiques, dyslexiques, autistes, et leur propose aussi des parcours d'accompagnement vers l'emploi au sein d'entreprises. Olivia Marchal sera avec nous, fondatrice de l'école Tournesol et présidente de la Fédération nationale des écoles adaptées. En France, plus d'un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Le contexte économique et social de ces dernières années exacerbe les inégalités et fait peser un risque important d'augmentation de la pauvreté infantile. Oval Citoyen milite pour promouvoir l'inclusion sociale et professionnelle et lutter contre toutes les formes de discrimination grâce au rugby. Et faut-il le rappeler, Sud Radio, c'est la radio du rugby. Absolument. Et le coup de cœur du jour, le 17 mars dernier, c'était la 3e édition de la Journée des gestes audacieux de l'association Nous les Ambitieuses, des récompenses pour des gestes solidaires et audacieux de citoyens. Virginie Atlan sera avec nous, présidente fondatrice de cette association et accompagnée du lauréate Priscilla Routier-Triard, fondatrice de l'application de la fondation de Sorority. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix des citoyens et surtout des vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. C'est extraordinaire. Là, on voit que ça avance un petit peu et c'est tant mieux parce que c'était quand même beaucoup de problèmes pour tous ces jeunes qui n'avaient pas de travail et qui devaient être reconnus car ils sont capables de faire plein de choses et vraiment ça nous étonne quelquefois. C'est très bien. Et la Fédération nationale des écoles, sa fondatrice et sa présidente est là, Olivia Marchal, bienvenue. Qui a un homonyme célèbre, Olivier Marchal. Ouais. Parce que je connais plus l'autre que madame, mais en tout cas, vous gagnez à être connue. Bonsoir, merci. Merci d'être avec nous, une association soutenue bien entendu par le G500 et par Stéphane Pellet ce soir. Bonsoir Olivia, car l'inclusion, ça commence par un prénom. C'est joli, non ? Oui. L'inclusion en classe ordinaire des enfants en situation de handicap n'est pas toujours la solution. Vous savez, sur Sud Radio, d'ailleurs, très souvent, on revient sur cette question des personnes en situation de handicap. C'est un de nos combats, c'est un de nos engagements. Et vous avez développé, vous, un modèle pédagogique ouvert et individualisé depuis 2018. Donc, il faut que vous nous racontiez cette très très belle aventure. Vous le savez, pour ce qui me concerne, dans tous les cas, l'école, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, j'aimerais bien connaître le cœur de votre projet. Alors, merci d'abord de me recevoir. Depuis 2018, j'ai créé la Fédération nationale des écoles adaptées. Ouais. Adaptées aux troubles, aux handicaps des enfants. Cette fédération, elle regroupe des écoles dans toute la France. Mais avant cette fédération, il a fallu montrer un petit peu l'exemple. Et en 2011, j'ai créé l'école Tournesol, qui était les prémices de cette fédération. L'école Tournesol, elle est à Paris. C'est la seule école adaptée sous contrat en France. Et elle accueille 30 jeunes tous les ans, de 11 à 20 ans, un tiers déficience intellectuelle, trisomie, un tiers autisme et un tiers maladie rare. Donc c'est depuis 2011. Ouais. Signalons juste que hier, vous vous souvenez, c'était la journée nationale de mise en valeur finalement du combat contre l'autisme, ou plutôt pas contre l'autisme, mais en tous les cas
pour l'inclusion, accompagner. l'autisme. Voilà, c'est ça. Une question, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui? Enfin, forcément, quand on parle de handicap, c'est très touchy, c'est très compliqué, très difficile. Est-ce que monter une école en 2011, alors qu'on n'était pas du tout dans ces sujets, aujourd'hui le sujet est un peu plus au cœur de nos sociétés, ça nécessite, j'imagine, beaucoup de tempérament. Un petit peu d'énergie, Oui. certes. La loi, elle date de 2005. En 2005, on a dit l'école pour tous. En 2011, il fallait encore faire les programmes. Oui, 6 ans. C'est-à-dire qu'à 14 ans, même si on était trisomique, il fallait faire le théorème de Thalès. C'était un peu compliqué. Je dois dire que la loi Blanquer, par exemple, a mis un amendement permettant cette pédagogie adaptée. Je dois dire qu'en 2013, Anne Hidalgo s'est dit « Je vais aider cette école et je vais la loger dans une école parisienne ». Je dois dire qu'il y a 2 ans, Valérie Pécresse a dit « J'autorise les taxis pour des jeunes autistes qui ne peuvent pas prendre les transports en commun ». Donc tout s'est mis en place. ces politiques avancent. Pas assez vite, évidemment. La détresse des familles est énorme. Mais je dois dire que depuis 2011, j'ai vu des progrès. Mais vous avez 30 élèves, c'est ça, avec 3 pathologies différentes. Il y a combien d'élèves par enseignant? Parce que pour les enseignants, ça doit être vraiment un travail beaucoup plus compliqué qu'avec 30 élèves. J'ai horreur du mot standard. Alors, 30 élèves, 3 classes. Ça fait 10 élèves par classe. Un enseignant par classe. Donc, un enseignant pour 10 élèves. Et on mixe les troubles, parce que ça serait pas drôle de mettre dans des cases tous les jeunes Trisomiques, tous les jeunes qui ont des Voilà. maladies rares et tous les jeunes qui ont des pathologies Voilà, mentales. ça n'a aucun intérêt de faire ça. L'intérêt, c'est de mixer. Et quand on parle d'école inclusive aujourd'hui, où on met des enfants qui vont plutôt bien, avec des enfants qui sont plutôt plus fragiles, et qu'on met des profs normaux, ça veut dire que ça handicape un peu plus ces personnes fragiles, parce que finalement l'enseignement n'est pas adapté. Alors, Parce qu'on dit que c'est bien finalement alors cette je vais mixité. faire une réponse de Normande. C'est bien et c'est pas bien. Je pense qu'en maternelle, en primaire, c'est très important pour faire reculer les lignes. Il faut bouger les lignes. Pour faire accepter Je pense différence de que l'autre. vous répondriez comme moi. Je n'avais jamais vu dans mon enfance de jeunes. Je n'avais pas de copains en situation de handicap. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça n'existait pas. Mhm. Donc les entreprises aujourd'hui, quand on leur dit handicap, elles ne savent pas ce que c'est. Mhm. Donc il faut faire reculer les lignes, ça c'est évident. Donc maternelle, primaire, oui. Collège, ça commence à se gâter. D'abord, les collégiens sont pas très tendres entre eux. Mhm. Les classes sont chargées. Et je pense que c'est quand même un sujet. On peut pas avoir 30 élèves, dont 3 en situation d'autisme et 2 en situation de trisomie. C'est pas possible. Et faire les programmes. Bien sûr. Là, l'équation, elle marche pas. Maintenant, il y a des ULIS, les unités locales d'inclusion scolaire, Mhm. qui réussissent pour certains. Mhm. Donc, ma réponse, elle est plus nuancée. Pour certains, c'est une avancée d'être dans une ULIS. Pour d'autres, c'est une souffrance. Ça dépend des cas, Stéphane Pellet. On va rajouter un petit peu de temps. Mais oui, en tous les cas, ce qui est important dans votre façon d'avancer, c'est que vous nous dites que c'est pas tant l'inclusion avec une espèce de principe général que l'adaptation. C'est vraiment le mot que vous préférez. Comment c'est concrètement? Dites-nous ce que c'est, en quelques mots, une classe adaptée. Alors, une classe adaptée, c'est un enseignant qui fait 10 programmes dans chaque matière. Un par enfant. Un par enfant et dans chaque matière. Oui. Donc 10 programmes de français, 10 programmes de maths, Etc. etc. Fois le nombre d'élèves.
Voilà. Donc c'est un prof inventif, créatif. Voilà. Là, vous avez tout compris. Voilà, qui aime travailler longtemps, surtout, j'ai l'impression. Et puis on fera les sujets des interros, 10 sujets d'interros et 10 Il n'y a corrections pas différentes. d'interro là. chez nous. Là, pas d'interro. Vous restez avec nous, en tout cas, Olivia Marchal, présidente de la Fédération nationale des écoles adaptées. On va continuer cette conversation avec un cabinet d'avocats qui a engagé justement, puisque cette école aussi, c'est d'apprendre, mais aussi d'intégrer dans l'entreprise. Et c'est ça qui est plutôt intéressant. Et ce cabinet d'avocats qui a engagé en CDI un jeune autiste, une jeune autiste, Charlotte, qui sera avec nous. Voilà, qui viendra de chez vous, bien entendu. Restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Si vous venez de nous rejoindre, les vraies voix citoyennes avec effectivement Aurélie Gros, Stéphane Pellet, le G500 et chaque semaine des associations, en tout cas, et des trajectoires d'engagement avec des personnalités importantes. Pour nous, Olivia Marchal est avec nous, fondatrice d'une école qui s'appelle l'école Tournesol et présidente de la Fédération nationale des écoles adaptées. Merci en tout cas encore d'être avec nous pour ce beau projet. On parle d'enfants en situation de handicap que vous soutenez entre 11 ans et 20 ans et à qui vous permettez à un moment donné de pouvoir intégrer un job, un nouveau métier. Et on va en parler justement avec Charlotte Taupin qui est directrice, qui sera là dans quelques instants. On me dit qu'elle n'est pas calée, directrice générale cabinet d'avocats. Racontez-nous cette histoire, Olivia, moins que Stéphane, vous vouliez prendre la main. Non, mais c'est important de rappeler qu'en effet, le débouché naturel finalement de l'école, c'est quand même bien le monde professionnel, et c'est pas ce qu'il y a de très évident, parce que si on veut pas que les personnes soient, disons, circonscrites à certains domaines, ou alors qu'on les met dans des associations trop spécialisées, on a entendu des très très belles expériences, souvent dans le monde de la restauration, hein, les fameux cafés joyeux, les comment ça s'appelle ? Le reflet à Nantes que nous avions reçu ici sur Sud Radio. Ici, il s'agit d'une aventure peut-être qui pousse encore plus loin sur ce champ de la compétence, puisqu'en effet un cabinet d'avocats donc a engagé quelqu'un qui a fait son parcours scolaire chez nous. Vous pouvez peut-être nous rappeler son parcours. Alors Alexis, on va donner son prénom. Oui, bien sûr. Est arrivé chez moi, il avait 11 ans. Pourquoi 11 ans, pardon Plus tôt, ce serait plus compliqué? Parce que je considère qu'en primaire, c'est bien de rester à l'école. Oui, on peut être mélangé, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est mieux. Vous avez raison. Mais là où c'est vraiment... où ça devient vraiment compliqué, c'est à partir du collège. Oui. Donc il est resté de 11 à 21 même. Hein. Ouais. J'ai dépassé les 20. Mais c'est pour la bonne cause. Oui. Il trouvait rien. Oui. Il ne trouvait rien. C'était retour à la maison, écran de télévision. C'était ça l'avenir. Et j'ai croisé Charlotte Taupin, donc directrice générale du cabinet d'avocats. Et là, qui m'a dit, moi, je n'y connais rien au handicap, mais j'ai envie. Est-ce que vous savez m'accompagner? Donc nous, on a monté la structure d'emploi accompagné, c'est-à-dire qu'on accompagne, bien sûr, le jeune, mais surtout l'entreprise. Oui, c'est ça. Comment on parle à un jeune autiste? Charlotte Taupin est avec nous d'ailleurs. Oui, bonsoir Charlotte. Bonsoir. Taupin. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. On parlait de cette belle aventure et ce beau binôme entre vous et Alexis, avec Olivia Marchal. C'est compliqué forcément. Qu'est-ce qui vous a donné envie de pouvoir l'intégrer chez vous? Alors d'abord, c'est Olivia. Parce que là, je l'écoutais tout à l'heure et j'avais l'impression de me replonger il y a 4 ans quand je l'ai vue la première fois. Incroyable avec son histoire, son programme, et je me suis dit, pourquoi pas. Voilà. Et puis ensuite, on a rencontré Alexis. Et Alexis, il a d'abord fait un stage d'1 semaine, puis 3 semaines. Et c'est à l'issue de ces stages que nous avons proposé un CDI à Alexis. Et pourquoi on a continué avec Alexis ? Tout d'abord, c'était parce qu'il s'était vraiment impliqué pendant ses stages chez nous. Ensuite, j'ai vu que les équipes... Alors, nous sommes un cabinet d'avocats, 150 personnes à Paris, 3000 personnes dans le monde. Et nos équipes à Paris sont composées de stagiaires, de salariés et surtout d'avocats. Et ils ont tous été impliqués et ils ont intégré Alexis très facilement. Et puis, toujours la petite musique derrière d'Olivia, cet engagement, sa force de persuasion et son soutien, parce que l'équipe de Tournesol a été très présente au début et est toujours présent à nos côtés. Comment il travaille avec vous, Alexis? Comment ça se passe? Racontez-nous.
Alors, déjà, il est installé dans un endroit calme, parce qu'il faut qu'il travaille tranquillement. Moi, tout ça, je l'ai appris. J'avoue que la première semaine de stage d'Alexis chez Reed Smith, j'étais un petit peu perdue. En panique. Je savais pas. On peut dire. Alors, Vous étiez sur le point d'appeler votre avocat. Non. En tout cas, surprise, parce que je voulais bien faire et je savais pas comment faire. C'est surtout ça. Et d'ailleurs, souvent, c'est ça. Les personnes ont envie de bien faire, d'aller vers Alexis, de l'interpeller dans le couloir, de lui proposer de participer au pot des stagiaires, au petit déjeuner. Enfin, et tout ça, j'ai appris qu'Alexis, oui, il est partant, mais pas de surprise. Et ça, c'est grâce à Olivia. Donc, un endroit calme, pas de surprise, et des outils clés, un agenda sur lequel nous notons toutes ces tâches à venir de la journée, de la semaine. Et donc, s'il y a un pot qui est organisé, il est inscrit dans l'agenda. Et Alexis sait qu'il y est invité. Très organisé, c'est ça, vous voulez dire, avec un rythme de travail très organisé. Tout à fait. Un réveil et qui rythme sa journée. Il est chez nous de 10h à 16h. Et à midi pile, il va le déjeuner. Je peux vous dire qu'il n'est jamais en retard au restaurant d'entreprise. Comme Philippe David, il est toujours en avance. Et il finit les assiettes des autres, allez-y. Non, mais ce qui est amusant, c'est qu'au début, il n'avait pas forcément les codes d'un centre d'affaires, des ascenseurs partagés, d'un restaurant d'entreprise. Et donc, on le voyait avec son plateau, puis il prenait, puis il grillait toute la queue. Donc, on lui a expliqué qu'il fallait qu'il fasse la queue. Et maintenant, il fait la queue et voilà, ça se passe très bien. En fait, c'est des temps d'adaptation qui se font petit à petit. Donc, le réveil, réveil, une anecdote, quand il y a les changements d'heure, la première année, le premier semestre, nous, on n'avait pas changé son réveil. Il est resté 1 heure de plus. D'accord. Et on comprenait pas pourquoi. Et on l'a su après. Voilà, donc ce sont des habitudes. Et puis des pastilles de couleur dans les endroits qu'il fréquente. Comme ça, il sait où il est et ce qu'il doit faire. Olivia Marchal, quand on entend ça, j'imagine qu'on en parlait tout à l'heure hors antenne, pour que nos auditeurs comprennent bien ce que ça a généré chez lui. D'abord, j'imagine que pour le cabinet, c'est génial de se dire que on voit ce petit bonhomme heureux. Et sur lui, qu'est-ce que ça a créé finalement ? Alors sur lui, il a mis 15 jours, il prenait toujours les taxis, il ne pouvait pas prendre les transports en commun. Au bout de 15 jours du cabinet d'avocat, il a pris le métro tout seul. Les psychiatres m'ont appelé pour me demander ce qu'on avait fait. Il avait sorti la tête des épaules. Voilà, il a des postures incroyables. Et pour vous raconter le choc des mondes, j'ai adoré quand le cabinet d'avocat m'a appelé en disant « On va lui faire une surprise, on va lui faire son anniversaire la semaine prochaine. » Aïe, aïe, aïe. J'ai dit non. Ça s'appelle une maltraitance. Stéphane Pellet. Moi, j'ai une petite question pour Charlotte Topin, donc Madame la directrice générale. Donc, vous êtes par ailleurs en accord avec toutes les obligations sur le plan, les fameux 6%. Donc, ça vous demande. Est-ce que vous avez tiré une expérience de cette arrivée? On comprenne bien les 6% de quoi? Alors, vous le savez, il y a une obligation, donc on doit employer 6% de personnes en situation de handicap, ou bien sinon, on contribue à un fonds national qui vient en aide aux structures. Sinon, il y a une deuxième formule, mais qui n'est pas celle-là, qui est qu'on appelle les entreprises adaptées, dans ce cas-là, qui ont jusqu'à 80% de leurs personnes en situation de handicap. Vous en avez tiré des enseignements pour finalement ce travail que vous faites, et puis que vous pourriez dupliquer, que vous pourriez raconter autour de vous, parce que c'est ça qu'il faut arriver à convaincre. Oui, tout à fait. Alors, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec Olivia. Nous nous déplaçons dès que nous avons l'occasion, en binôme, pour expliquer aux entreprises que c'est faisable, que c'est facile, que tout le monde est gagnant. Et sur le plan humain, je pourrais en parler pendant des heures. Et effectivement, après, si on rentre sur l'aspect administratif, taxe AGFIP, enfin tous ces dispositifs, voilà, oui, bien sûr. Vous savez, la première année, quand j'ai dû expliquer au management de Reed Smith ce recrutement, j'avais un peu mis en avant l'accompagnement qui pouvait exister sur le plan gouvernemental et les taxes, etc. Bon, c'est pas pour ça qu'on a recruté Alexis, et c'est vrai que ça c'est anecdotique, mais ça existe, et c'est vrai que la première année, le coût du CDI est moindre.
est moindre. En tout cas, merci beaucoup de ce joli témoignage. Merci beaucoup Charlotte Taupin, directrice générale de ce cabinet d'avocats. Merci beaucoup Olivia Marchal de nous avoir parlé de cette trajectoire et espérons que tous ces enfants finiront dans des cabinets d'avocats. En plus, de faire des choses qui sont hyper intéressantes. Présidente de la Fédération nationale des écoles adaptées, et je rappelle le nom de cette école, les Tournesols. Merci d'avoir été là. Dans un instant, on va revenir avec Aurélie Gros sur un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. On va en parler avec une association. À tout de suite. Vous commencez à les connaître, hein, Aurélie Gros et Stéphane Pellet. C'est un peu les stars du lundi soir. Voilà, ils sont plus connus. Il y a la fièvre du samedi soir, il y a les stars du lundi soir. Le G500, moi dans la rue on vient voir, vous connaissez les gens du G500, c'est ouf quand même. Hein. En tout cas, ils s'engagent de ouf dingue. Ils s'engagent bien entendu régulièrement, les associations les suivent, puisque en plus ça nous permet de les mettre en lumière. Le 8, le 9, le 10, ce sera à Marseille, un énorme événement où toutes ces associations et toutes les bonnes volontés seront présentes. Et on va parler des vrais sujets et pour revenir sur le sujet d'Olivia quand même, parce que c'est un sujet qui tient à cœur. Olivia Marchal, pour tous ceux qui est encore en face de moi, donc je regarde, il faut savoir quand même que la plus grande majorité des écoles adaptées de nos jours, qui existent depuis plus de 5 ans, ne sont pas reconnues et ne sont pas sous contrat de l'éducation nationale. Donc moi je fais un appel au gouvernement pour qu'enfin ces écoles soient reconnues, qu'on les reconnaisse, pour qu'on donne cette chance à ces enfants de pouvoir être dans une école sous contrat et pouvoir être reconnus comme il se doit, parce que le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental. Il en faudrait une par département. Ah voilà, exactement. J'espère qu'ils nous écoutent. Vous avez 10 minutes pour la mettre en place. Allez, le contexte économique et social de ces dernières années exacerbe forcément les inégalités et fait peser un risque important d'augmentation de la pauvreté infantile. Oval Citoyen milite pour promouvoir cette inclusion sociale. Jeff Puech est avec nous, président de Oval Citoyen. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio, une association portée par Aurélie Gros qui adore le rugby. Comme Sud Radio. Bonsoir Jeff, on est vraiment ravis de vous recevoir ce soir Jeff sur Sud Radio. Jeff qui a un gabarit de pilier, ça se voit. Hein. On n'a pas envie de le contrarier. J'imagine que les jeunes que vous voyez dans les quartiers populaires, parce que vous intervenez dans de nombreux quartiers en France, même si à l'origine vous avez été créé en 2018 à Bordeaux, et ce que vous voulez, c'est en fin de compte ramener les personnes en rupture de lien social. Ça peut être des personnes sans papier, ça peut être des jeunes en difficulté. Il va nous l'expliquer. Vers la société, par l'inclusion, par le sport. Donc j'aimerais que vous nous racontiez un peu votre formidable histoire, parce qu'au début ça démarre dans une ville et en fin de compte ça se propage un petit peu partout en France, comme beaucoup de nos associations qu'on reçoit chez Sud Radio. Déjà, merci de nous convier à cette émission. L'histoire, elle est un peu folle. Elle commence parce qu'on est 2 anciens rugbymen avec Christian Yassini, qui est le cofondateur, et mon fils Lucas, qui est lui étudiant en sociaux, et qui nous dit je m'occupe de jeunes en grande difficulté via mes engagements. Ils veulent faire du sport. Nous, le problème, c'est qu'hormis le rugby, c'est un peu limité. Finalement, il y a l'apéro aussi. On a fait le tour des lieux de vie de ces gens-là. On les a rencontrés avec des vidéos de Jonah Lomu. Alors, je pense que tout le monde sur cette radio connaît Jonah Lomu. Bien sûr. Un peu. Immense 3 carrels All Black. Voilà, exactement. Et on s'est dit, ça marchera pas. On leur montrait les ballons de rugby, le rebond est toujours aléatoire, etc. Et le jour du premier entraînement à l'UBB, je remercie encore le président Laurent Marty de nous avoir accueillis. L'UBB, c'est l'Union Bordeaux-Bègles, pour des rares auditeurs qui ne connaissent pas le rugby. et Laurent Marty a accepté de nous recevoir, sachant que certains clubs locaux nous avaient dit c'est compliqué, les gens qui sortent de prison, j'ai déjà des noirs dans mon équipe. Enfin, on avait pris une belle claque, nous aussi, sur les fameuses valeurs. Donc Laurent a accepté de nous recevoir, et au premier entraînement, on s'est retrouvé avec 70 joueurs. Ah oui. Sachant qu'on fournit toutes les tenues, le gel douche, les serviettes, le casse-croûte d'après-entraînement, parce qu'on va quand même garder les traditions du rugby, et on s'est dit, ça va être compliqué. On s'est dit, première fois, ils vont pas revenir. Et s'ils sont revenus, ça fait 5 ans. Et au fur et à mesure, on a découvert des problématiques qui, pour le commun des mortels, va vous sembler bénin, c'est ne serait-ce que refaire une pièce d'identité. On a des gens qui ne savaient pas refaire une pièce d'identité.
qui ne savaient pas prendre un rendez-vous à la mairie. Alors, je ne vous parle pas de la sécurité sociale et tout le reste. Donc, on a commencé à faire cet accompagnement un peu de briques et de broc, tout en continuant à travailler à côté. Et ça a continué, ça a bien fonctionné. Arrive le premier confinement. Heureusement, la préfecture de Gironde nous laisse ouvert. Donc, on se transforme en épicerie solidaire. On finit à 900 paniers repas semaine. En même temps, les agriculteurs ont plus de bras pour travailler dans les vignes, enfin les viticulteurs ici. Lorenzetti, qui est le patron du Racing 92 à des vignes, il nous dit moi je les prends, ces gars, je les forme. Les Girondins de Bordeaux nous ont prêté un bus et on s'est retrouvés à faire bosser 200 personnes pendant le premier confinement. Et on a dit on va faire l'insertion. Et on insère des gens qui sont réfugiés, qui sont en précarité. Et les quartiers, pour nous, ça a été une révélation grâce à Fouad à Nanterre, qui est dans une cité qui s'appelle la cité Pablo Picasso, qui n'a pas la meilleure réputation du monde. On est au Tarteret à Corbeil, là aussi c'est pas Disneyland. Et en fait, on est tombé sur des jeunes absolument incroyables, qui ont une réelle envie de s'en sortir, mais à qui va manquer peut-être le réseau, le courage de postuler à des offres, etc., etc. Donc on a dupliqué ça à Paris, on a dupliqué ça à Toulouse, on est à Montpellier, on est à Perpignan, et à Perpignan aussi. Chose incroyable avec un soutien fort de la mairie, alors qu'au départ... Oui. On aurait pensé que ça serait compliqué et pourtant c'est le cas. En fin de compte, vous les incluez par le sport, donc vous organisez des espèces de stages où le matin vous faites du sport, vous faites du rugby, et après vous leur proposez un accompagnement qui peut être un accompagnement ou une formation ou même des job dating. Alors, on organise. Vous êtes sur la radio la plus rugby qui soit. Vous parlez bien. Allez-y. Non, il faut être honnête. Et je salue Philippe Spanghero par la même occasion. Nous aussi. Et en fait, on est maintenant partenaire de 8 clubs de top 14. Et généralement, effectivement, on organise des job dating. On en a un jeudi, avec l'Union Bordeaux-Blègue, on en a un le 8 avec l'USAP à Perpignan. Le but, c'est de se servir des partenaires des clubs qui sont un vrai vivier d'emploi. Aujourd'hui, il y a un tel besoin de recrutement dans les entreprises. Nous, on a les jeunes et on met tout ça en contact. Le matin, tout le monde est sur un terrain de rugby, en chef d'entreprise, recruteur mélangé avec les jeunes. Comme ça, il n'y a pas de différenciation. Et l'après-midi, un job dating beaucoup plus classique. Et pour les jeunes qui sont très, très éloignés, on a mis en place ce qu'on appelle l'Oval Academy. Donc, ils ont, pendant 15 jours à 3 semaines, 28 modules. Alors, ils ont des trucs très habituels, savoir se comporter, arriver à l'heure, etc. Mais ils ont aussi un module de communication non violente. Ils ont un module d'irréputation, parce qu'on sait tous que Instagram, c'est très bien, mais fumer des substances prohibées sur Insta, ça n'aide pas pour retrouver un job. Ils ont un module égalité homme-femme, parce que... Ouais. Clairement, ils auront des femmes managers, et c'est important de leur inculquer ça. Ils ont un droit et devoir du salarié, parce que on parle toujours des droits, mais il y a aussi des devoirs. Et on n'est pas des travailleurs sociaux au sens pur du terme. Nous, on est là pour remettre les jeunes qui en ont envie sur une phase de travail ou d'apprentissage. Et vous mélangez les publics. C'est-à-dire que la cible n'est pas forcément que les jeunes de quartier, vous agissez aussi sur les LGBT, sur l'égalité femmes-hommes, vous essayez de mélanger toutes ces personnes tous les sujets, en fait. ensemble et tous les sujets pour justement les ouvrir sur le vrai monde, en fin de compte. On est en accueil inconditionnel et gratuit. Il veut dire que cette mixité, elle est de genre, d'origine sociale, de formation ou autre. Si vous avez un entraînement de droit citoyen, vous pouvez avoir un étudiant de Sciences Po, un étudiant de Kedge, un vieux joueur de rugby, une personne trans, un jeune réfugié ou des gens des quartiers, et qu'ils soient hommes ou femmes, peu importe. On n'a pas voulu faire du communautarisme. Non, excusez-moi. On tient vraiment... La société française, elle est multiculturelle, elle est pleine d'origines, et tout le monde doit se mélanger, et le sport est le vecteur le plus simple. Ouais, c'est basique. Jeff Puech, comment on peut vous aider? J'imagine que pour faire tourner tout ça, forcément, il faut un peu de sous. Oui, il faut des sous, bien évidemment. Mais des bonnes volontés aussi, des bénévoles? Alors, des bénévoles aussi. On réfléchit là aujourd'hui fortement à lancer notre propre fonds de dotation. Jusqu'à présent, on s'est refusé à aller chercher l'argent des personnes physiques, parce qu'on considérait que tout le monde était un peu en galère. On va très certainement lancer notre fonds de dotation. Et après, nous, c'est les entreprises aussi.
qui nous intéresse forcément, à la fois en termes d'emploi et soutenir nos actions. On veut se développer, on est convaincu que le système marche et on le prouve tous les jours. On s'est accolé au groupe SOS pour aller encore plus loin dans notre action. Donc oui, vous allez sur notre Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, on a vraiment envie de ça. Ce qu'on voudrait aussi, c'est développer fortement, c'est aller dans les entreprises. On l'a fait avec une entreprise à l'UBB l'autre jour. On leur a fait un séminaire autour du rugby, des valeurs du rugby, en mélangeant avec nos bénéficiaires. Et on pense que là aussi, il y a des opportunités d'action fortes. Jeff, Puech, des idées, des témoignages peut-être de jeunes garçons qui aujourd'hui sont rentrés dans des entreprises. Est-ce que ça matche facilement? Est-ce que aujourd'hui ils ont quelle moyenne d'âge? Alors on est sur une moyenne d'âge autour des 24 ans. Oui. Clairement, on va dire qu'à 70% ça match. Il faut être aussi lucide. On ne va pas sauver le monde. On a des échecs parce que des gens ne sont pas prêts à l'emploi et on a des formidables réussites. Je pense, nous, la première personne qu'on a réussi à faire embaucher, c'était un réfugié dans le bâtiment. Son patron m'a appelé au bout de 48 heures en disant « Il faut absolument que tu lui parles. » J'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il y a un drame. Il dit « Non, mais il faut qu'il arrête de dire aux employés qui ne travaillent pas assez que... » Voilà, pour lui, vous a déclenché une grève, là, c'est... Non, mais j'en conviens, mais... Faut nous l'envoyer, tant que le jour était levé, ben, on travaillait. Et après, on accompagne les entreprises. C'est-à-dire que là, par exemple, la première fiche de paye, on la reçoit nous et on l'explique. Ah oui. Jeff, il y a un film qui est réalisé par celui qu'on appelle Lagui, Philippe Guillard, qui va sortir et qui raconte cette histoire. Il sort dans quelques semaines. Ça s'appelle Pour l'honneur. On écoute un tout petit extrait. Entre Troupe la bourgeoise et Tourtour la Rital, tous les coups sont permis. Avant qu'une arrivée ne vienne bouleverser la vie de ces deux villages. Arrêtez de les appeler des immigrés, ce sont des demandeurs d'asile. Il est hors de question que ces gens-là débarquent ici. On peut pas laisser faire ça, Marco. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est vraiment très heureux de vous accueillir et vous êtes ici, chez vous. Et c'est un film qui est inspiré par l'histoire d'Oval Citoyen, voilà. C'est bien ça? Alors, quand Philippe a eu cette idée de film, au départ, elle est inspirée aussi par ce qui se passe dans un village italien. Et Philippe nous a soumis le scénario pour travailler avec lui dessus. Et on fait la tournée avec lui là, de toutes les avant-premières. Et c'est une magnifique histoire. C'est une ode à l'humanité et aux valeurs du rugby. Et merci, on en reparlera. Merci beaucoup. Moi, je tiens à vous dire que rugby et vendange, rien que ça me donne envie. Oui, merci beaucoup, Jeff Puech, d'avoir été avec nous, président d'Oval Citoyen. Allez merci voir, donc, à chaque fois, je vous le dis, mais sur les sites internet, vous allez forcément trouver quelque chose qui vous intéresse ou un témoignage, ou en tout cas, c'est toujours bon à lire. Vous restez avec nous. Dans quelques instants, notre coup de cœur du jour, on va revenir sur cette journée du 17 mars, la journée nationale des gestes audacieux avec nous, les ambitieuses. Et deux profils, Virginie Atlan, la présidente de cette association, et Priscilla Routier-Triard, fondatrice de l'application Fondation The Sorority. Vous allez voir, c'est très très intéressant. À tout de suite, on est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix citoyennes, effectivement, Aurélie Gros, Stéphane Pellet, avec un coup de cœur du jour, puisque c'était le 17 mars, la journée nationale des gestes audacieux. Avec nous, les ambitieuses. Pour en parler, Virginie Atlan est avec nous, présidente de cette association. Bonsoir Virginie Atlan. Bonsoir. Bonsoir Cécile. Et puis bonsoir Philippe. Priscilla Routier-Triard, fondatrice de l'application et Fondation de Sorority. Avant de revenir, bien entendu, à cette application nécessaire et importante, Virginie, un petit mot sur cette journée du 17 mars dernier qui s'est passée chez Sarah El Haïry, la ministre de la Jeunesse et de l'Engagement, remise des trophées de ces gestes audacieux. Tout à fait. Merci Cécile de nous accueillir. Tu es toi-même très engagée dans cette association, puisque toi-même ambassadrice nationale, donc c'est important de le rappeler. Le 17 mars, c'est la journée nationale des gestes audacieux pour l'association Nous les Ambitieuses. On a cette volonté, cette ambition de valoriser, de mettre en avant et de dire merci en scénarisant en fait l'engagement de ces personnes, donc deux citoyens, deux associations, deux entreprises qui se démarquent par une action citoyenne, solidaire, éthique et responsable. Un geste audacieux, c'est une main tendue, c'est faire bouger les lignes et puis c'est surtout mettre en œuvre une action bienveillante, solidaire, éthique et responsable dans son environnement.
Et voilà, donc c'était la 3e édition cette année. On a démarré la première édition en région sud, la 2e édition à Nantes et la 3e année, nous étions en Île-de-France à Paris au ministère de l'Éducation. Et en tout cas, l'une des lauréates, Priscilla Routier-Trillard, fondatrice de cette application et fondation The Sorority, qui démarre par une histoire personnelle, Priscilla. Déjà, merci pour votre accueil et merci à Virginie pour avoir mis en avant notre initiative. Et oui, ça démarre par une histoire personnelle où je fais un second burn-out en 2019, donc épisode pas sympa, où je suis prise en charge par un médecin traitant qui me dit « je te crois » et je pars de là. Et en fait, petit à petit, les choses se mettent en place. Je prends en l'occurrence le métro et je me dis « mais… Enfin, déjà, elle me prend en charge et elle me dit « je te crois ». Et je me dis « mais cette bienveillance et cette entraide est juste dingue. Rien que le fait qu'elle me dise qu'elle est là et qu'elle reconnaisse ce que j'ai, c'est juste fou. Et ça m'enlève un poids énormissime. » Et petit à petit, je me dis « il faut qu'on trouve un moyen de toutes se relier et se rendre compte qu'on n'est pas seul à vivre des situations qui peuvent être compliquées. » Donc là, c'était le burn-out. Et ce que je disais, après, je prends le métro et je me dis « mais mon idée va bien plus loin. » Typiquement, je vois une femme qui se fait agresser en face de moi. J'ai qu'une envie, c'est faire semblant de la connaître et lui dire Émilie, comment ça va? Parce que je sais en fait ce qu'elle est en train de vivre. Il n'y a pas un seul instant, je vais lui dire tu l'as pas un peu cherché, t'étais pas habillée un peu court. En même temps, t'as vu l'heure à laquelle tu sors, des choses qu'on peut entendre de personnes qui n'ont jamais vécu ça. En fait, au fond des tripes, on a ça. Et je me dis mais si on trouve un moyen de s'interrelier, de se rendre compte qu'on a des expériences similaires et que juste en sachant qu'on a vécu les mêmes choses, que d'autres sont passés par là et on peut s'en sortir ou pas, mais du coup peuvent nous donner des contacts et des moyens pour s'élever et aller plus loin, ça serait dingue. Et puis bon, après, en faisant les choses, je me rends compte que non, j'ai vécu d'autres choses qui ont pu expliquer cet engagement. Mais ouais, l'idée, c'était de créer ce lien et de le faire via un outil, utiliser la technologie au profit de l'humain. Alors l'outil, parce que l'outil est génial. Merci. Donc l'outil, c'est une communauté, donc c'est une application au final, mais application, c'est pas sexy. Donc c'est une communauté, on va se le dire. C'est une communauté d'entraide comptant à ce jour plus de 58 000 femmes. Donc depuis hier, et personnes issues des minorités de genre, on a dépassé la barre des 58 000. Donc de personnes engagées qui sont là pour aider et être aidées. Donc tous les profils sont vérifiés à la main. Donc je suis ancienne responsable RGPD. J'ai craqué, du coup j'ai fait mon burn-out, mais au moins ça aura servi. Et donc ce n'est pas contre les hommes, je le précise tout de suite. On aime les hommes et j'ai déjà prévu la suite pour qu'ils puissent rentrer de façon sécurisée et aider aussi. Mais on s'assure de cette façon qu'il n'y ait pas de conjoints violents, ex-conjoints violents ou harceleurs dessus. Et je touche du bois, ça fonctionne bien. Et donc on s'entraide, c'est-à-dire qu'on peut proposer de l'aide, du soutien, une écoute attentive ou encore un lieu sûr pour fuir. Et là-dessus, on est une communauté qui est hyper engagée. On a plus de presque 5000 lieux sûrs proposés et plus de 8000 propositions d'aide et de soutien. Donc d'anciennes victimes, de personnes qui sont OK pour donner de leur temps, juste pour écouter, parce que rien que le fait de pouvoir déposer ces mots aide énormément, ou de professionnels. Ce qui veut dire, c'est que une personne est en difficulté, elle a téléchargé l'appli, elle peut effectivement demander de l'aide, et autour d'elle, il y a un nombre de personnes qui se sont tenues en alerte, en disant, s'il arrive quoi que ce soit, on intervient. C'est ça. Si on est en situation de danger immédiat, on prend son application, on appuie 2 secondes sur le bouton principal d'alerte, ça calcule en temps réel notre position géographique et la position des 50 premières personnes autour de soi. Et du coup, les personnes se mobilisent immédiatement pour savoir où elles se trouvent. Elles ont son nom, son prénom, sa géolocalisation, lui demandent si elles veulent qu'on contacte pour elles les autorités. Donc ça, c'est hyper important. Typiquement, je subis des violences conjugales. Voilà, chez moi, c'est en train de... Ça peut aller très très vite dans ces cas-là. On lance l'alerte, les personnes prennent contact avec nous et du coup nous disent où est-ce que tu te trouves? Elle va dire la personne est armée, tel étage, tel code d'accès, etc. Et elles vont donner les informations, elles contactent les autorités qui peuvent intervenir. Et vous avez eu combien de demandes d'alertes lancées? D'alertes lancées, oui. On est sur une moyenne de 200 à 300 alertes lancées par mois. Et je passe mon message tout de suite. On attend que le ministère de l'Intérieur reconnaisse nos actions parce qu'on a énormément de témoignages qui expliquent que la société civile est mobilisée, mais tant que l'information n'est pas passée auprès des autorités, on perd 20 à 30 minutes à expliquer, voire à pas du tout être cru. Justement, je me demandais comment vous articulez ça avec le numéro d'urgence. Alors on le met en avant sur notre application, ça fait partie des numéros utiles, on le met en avant et on le rappelle à chaque fois. Les équipes derrière sont géniales et on a déjà rencontré les équipes, il y a des personnes formidables derrière, mais on a besoin de ce lien maintenant qui manque, une convention qui permettrait de reconnaître nos actions.
En tout cas, ça s'appelle The Sorority, Virginie Atlan, formidable. Oui, franchement, c'est chaque édition permet de mettre en avant ces solutions. Et puis nous, on est ravis évidemment de pouvoir les accompagner, de les mettre en relation aussi avec nos partenaires, et puis toujours l'axe culturel pour valoriser ces personnes. Et donc, on a eu la chance d'offrir des trophées cette année réalisés par Stéphane Bolongaro, Totor. Notre volonté vraiment, c'est de, par la culture, remercier, valoriser. Donc, on offre une vraie œuvre contemporaine à ces personnes qui ont initié des démarches utiles pour l'ensemble de la collectivité, en fait. Toute la communauté, en fait, a besoin. Et je vous encourage tous à télécharger Sorority si vous ne l'avez pas encore. Absolument, très important. C'est SORORITY. Merci beaucoup, en tout cas, à Virginie Atlan, présidente de Nous les Ambitieuses, et notre lauréate du soir, Priscilla Routier-Triard, fondatrice de cette application et une fondation The Sorority. C'est une application qu'il faut absolument, hommes ou femmes, télécharger le plus rapidement possible. Plus le maillage sera grand, plus on pourra s'entraider les uns les autres. Merci beaucoup, Aurélie. Merci mille fois, Stéphane Pellet. Merci à tous nos intervenants ce soir. Olivia Marchal qui est resté avec nous, et Jeff Pfeich qui était là avec nous il y a quelques instants. Et puis on se retrouve demain. On se retrouve demain 17h.